On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Certains veulent une politique nationale de l'aménagement du territoire, des représentants du milieu agricole, municipal et écologiste. On parle ici de l'Alliance Ariane. Parlons d'aménagement du territoire, d'urbanisme, parlons de l'Alliance Ariane. Ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a quelques jours, la presse était conviée avec des gens qui venaient du municipal, du monde agricole, du monde environnemental, écologique, pour se joindre à l'Alliance Ariane. 4 invités pour en parler. D'abord, Samuel Pagé-Plouffe, qui est le coordonnateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir. Bonsoir. De même que Marie Tremblay, présidente du Mouvement écologique du Haut-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Christian Kayser, qui est président du syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Honnêtement, j'ai déjà entendu parler vaguement de l'Alliance Ariane, mais pas dans le détail. Donc, pour moi, ça a été un peu aussi une mise à jour. En même temps, l'Alliance n'est pas si vieille que ça non plus. Donc, la première question, on fait un peu de vulgarisation, un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est l'Alliance Ariane? Bien, déjà, vous connaissez très certainement plusieurs des membres de l'Alliance Ariane. Oui. Donc, l'Ordre des urbanistes du Québec, l'Ordre des architectes du Québec, donc les ordres professionnels aussi, différents groupes écologistes, là, la Fondation David Suzuki, mais aussi l'UPA. L'UPA est membre de l'Alliance Ariane. Puis, quelques groupes aussi qui s'intéressent plus au patrimoine, donc Héritage Montréal, Action Patrimoine à Québec. Donc, des groupes d'un petit peu de plusieurs secteurs différents qui se sont dit, bon, il faut qu'on se donne une vision, il faut que l'aménagement du territoire devienne une priorité au Québec. On s'est dit ça en 2015 quand on a lancé la déclaration pour une politique nationale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qu'on disait à l'époque. Oui. Maintenant, on dit seulement pour une politique nationale d'aménagement du territoire. Et puis, voilà, l'Alliance Ariane, depuis ce temps-là, fédère des acteurs un peu partout sur le territoire pour que ça devienne une priorité de l'aménagement. Qui sont les fondateurs d'Ariane? Est-ce que ce sont les organismes que vous avez nommés tantôt? Qui s'est levé un matin et s'est dit, tiens, on va former quelque chose qui va s'appeler l'Alliance Ariane? C'est quoi les premiers fondements de ça? Oui, bon, donc effectivement, les fondateurs sont pas mal les organisations que je vous ai mentionnées. Mais il faut voir que les fondements viennent déjà de 2006. Au moment où l'Ordre des urbanistes du Québec et l'Association des aménagistes régionaux du Québec, c'est-à-dire qu'il y a un problème de cohérence. On a des grands objectifs en aménagement du territoire. On veut favoriser la vitalité des centres-villes. On veut parfois cesser l'étalement urbain. Mais on n'y arrive pas, puis c'est probablement parce qu'il y a une genre de dispersion à la fois des textes législatifs puis des objectifs gouvernementaux. Donc, on s'est dit, ça prend une vision. Dès 2006, il y a des gens qui se sont dit ça. Puis en 2015, il y a des gens qui se sont dit, bien là, c'est le temps de le faire. Bon. Et là, depuis 2015, il y a différents acteurs donc, qui se sont joints à l'Alliance Ariane, notamment des élus municipaux, mais jusqu'à ce jour, il n'y avait pas encore de maire d'une municipalité qui avait enjoint l'Alliance. Oui, bien, c'est-à-dire, on arrive à cette étape-là. Puis ça a été génial. De solliciter des appuis. Oui, effectivement. Donc, quand on a lancé la déclaration pour une politique nationale d'aménagement du territoire, on a ouvert à ce que la population signe. On a eu, je pense, rapidement là, quelques 1500, 2000 signataires là, dès le lancement de la déclaration. Après, on a fait différentes interventions en commission parlementaire. On a fait un grand forum au printemps dernier. Et puis là, bien, on s'est dit maintenant, il est temps que ceux qui sont aussi quand même directement concernés, les acteurs plus locaux, prennent ça en main, hein, qui prennent ça en main. Puis finalement, ça va être leur politique à eux aussi. Hein. Et puis, comme on arrive aussi avec un nouveau gouvernement qui a clairement montré une volonté d'aller de l'avant avec ce genre de politique-là, il va falloir embarquer le monde municipal, la société civile. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, de quelle façon vous a-t-on contacté ou de quelle façon avez-vous été mis au courant de l'existence de l'Alliance Ariane? Le grand coupable, c'est notre conseiller à la Ville de Saint-Jean, Justin Bessette, qui a lu un article sur l'Alliance Ariane dans le journal La Terre de chez nous. Et c'est là que Justin a eu l'idée de recréer un mouvement dans le Haut-Richelieu.
Et notre conseillère Marilyn Charbonneau avait des contacts avec les gens de Vivre en Ville, qui est un petit peu l'organisme qui porte l'Alliance Ariane. Donc, avec le travail de Marilyn et de Justin, on a rencontré les différents partenaires, les gens de l'UPA, le syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu, les organismes écologiques du Haut-Richelieu, dont le mouvement écologique. Et puis, on s'est rassemblés pour justement faire cet appel à tous pour inviter les citoyens de Saint-Jean, les élus à titre individuel, mais aussi les municipalités à venir adhérer à l'Alliance Ariane. Bon. Et vous, qu'est-ce qui vous attire dans l'Alliance Ariane? En quoi ça colle à vous, ça? Bien, il suffit de lire la déclaration de l'Alliance pour se rendre compte que les valeurs qui sont véhiculées, la vision qui est liée par les partenaires de l'Alliance Ariane cadre parfaitement avec mon action politique, avec mes engagements électoraux. Donc, pour nous, c'était tout naturel là, d'emboîter le pas et d'inviter nos citoyens, mais aussi toutes les régions, toutes les municipalités du Québec à faire de même. Bon. Comment fonctionne en ce moment l'aménagement du territoire? Parce qu'on dit souvent les villes et les MRC sont un peu des créatures du gouvernement, dépendent du ministère des Affaires municipales et des autres paliers de gouvernement. Or, bon, le gouvernement délègue des pouvoirs aux villes, délègue des pouvoirs aux MRC sur les schémas d'aménagement. Les villes peuvent établir leur propre politique d'urbanisme. Bref, quel est le champ juridique dans lequel les villes et les MRC peuvent ou non aménager le territoire en ce moment? Comme Samuel l'a mentionné, actuellement, les aspects de la politique sont un petit peu dispersés dans différentes politiques. Donc, les municipalités font affaire, évidemment, avec le ministère des Affaires municipales, avec la Commission des protections des terres agricoles, mais aussi le ministère de l'Environnement. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vision globale quant à l'aménagement du territoire. Et à notre avis, le territoire doit être considéré comme une ressource précieuse, comme une ressource rare. Donc, c'est important justement de rassembler dans une même politique, dans une même vision. Justement, c'est une politique de l'aménagement. Bon. Pour ce qui est du mouvement écologique du Haut-Richelieu, en quoi cette alliance Ariane vient-elle vous chercher dans vos valeurs? Bien, en fait, ça nous permet d'aller tisser des liens avec d'autres organismes, en fait, sur le territoire, de faire des contacts pour essentiellement mieux véhiculer notre vision, dans le fond, de l'importance, par exemple, de la rivière, de cesser l'étalement urbain, de protéger nos terres agricoles. C'est sûr qu'en ayant des contacts à travers les différents organismes ou avec le politique, d'avoir cette alliance-là, puis d'avoir aussi l'appui des citoyens, ça permet en quelque sorte de mieux protéger nos milieux naturels, puis de sensibiliser la population à ces enjeux-là qui sont vraiment importants. Bon. Quels sont justement, selon vous, dans une ville comme la nôtre ou une région comme la nôtre, les enjeux à l'égard de la protection des boisés ou de ce qui reste des boisés, de la protection des milieux naturels, de la biodiversité? Quel est le topo de la situation en ce moment ici dans la région? Bien, clairement, si on parle au niveau du Haut-Richelieu, on est autour du 12 de milieux naturels. Si on parle au niveau de la ville, on est autour du 5 Donc, c'est sûr que c'est très peu. Puis, essentiellement, on parle beaucoup de boisés, de conservation de boisés, mais on oublie généralement la conservation d'autres milieux naturels, les prairies, les friches, les friches où est-ce que certaines espèces ont besoin pour nicher, par exemple. Souvent, on va parler de certaines espèces d'oiseaux qui ont besoin de grands espaces en friche pour faire, dans le fond, la nidification. Donc, essentiellement, c'est important de commencer à penser en dehors du boisé, mais aussi arrêter l'étalement urbain. Clairement, nos terres agricoles peuvent en pâtir si on continue de construire autant qu'on le fait, de la manière qu'on le fait. Bon. Côté agriculture, M. Kaiser, puis on s'en parlait tout récemment, on parlait un peu là, de la nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique pour les producteurs laitiers. Mais au-delà de ça, si on parle du monde agricole au sens très, très large, on est dans une région très agricole, mais en même temps, si on prend une photo aérienne de 1960, 70, 80, 90 et aujourd'hui, on voit que le Québec moderne ou la région métropolitaine de Montréal s'est développé au fil du temps au détriment des terres agricoles. Oui, tout à fait. Puis au Québec, il y a juste 2 du territoire qui est utilisé pour l'agriculture. Puis ce 2 %-là, il est à la même place que plusieurs grandes villes, que la plus grande partie de la population. Puis si on continue de développer comme qu'on le fait depuis 100 ans, mais on met en danger la souveraineté alimentaire du Québec, on met en danger la possibilité pour la relève de vivre de l'agriculture. En mettant la pression sur l'agriculture, tu mets la pression sur l'environnement, sur les milieux humides. Ça suit tout.
Puis là, dans le fond, avec ça, on veut travailler tous ensemble pour demander au gouvernement qu'il fasse une politique d'aménagement pour protéger les terres, protéger l'environnement pour le futur de nos enfants puis de nos petits-enfants. Puis en même temps, ça cadre parfaitement dans ce que l'UPA demandait au gouvernement. C'est qu'il faut développer différemment, garder nos terres, garder nos milieux humides, puis reconnaître les apports économiques de l'agriculture et récompenser les apports écologiques que l'agriculture fait, puis va faire de plus encore dans le futur. La question que j'ai envie de poser, les mécanismes que nous avons en ce moment, la CPTAQ, Commission du protection du territoire agricole, ministère de l'Environnement, celui, le fédéral et le provincial, ou même le ministère des Affaires municipales auquel les villes doivent référer très souvent pour des projets ou des dézonages, bref. Est-ce que les mécanismes en place actuellement sont suffisants pour protéger l'environnement ou l'aménagement du territoire, ou si pour vous, il faut pousser ça plus loin? Bien, je pense que c'est clair qu'il faut aller pas mal plus loin. J'aime bien quand M. Kayser disait on doit travailler ensemble parce qu'on appelle tout de même à changer assez fortement la façon que l'on aménage nos milieux de vie, que l'on les pense aussi. Donc, non, je pense que la réponse est clairement non, ça ne va pas assez loin. Puis, c'est assez évident, on se promène sur le bord de la route, on voit les méfaits de l'étalement urbain. Ça ne prend pas un doctorat en urbanisme pour l'apprécier. Bon. En même temps, j'ai trouvé intéressant, Alain Laplante, vous avez dit, puis vous me corrigerez, que le modèle de financement des municipalités en ce moment est un peu pervers parce qu'on dit aux villes, bien, si vous voulez plus de revenus, ça prend plus de taxes, ça prend plus de construction et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une espèce de spirale qui fait en sorte qu'on emprisonne un peu les municipalités dans une espèce de modèle où c'est la seule façon de se financer ou d'augmenter les revenus pour offrir des services aux citoyens? Complètement. Comme les municipalités sont financées essentiellement par la taxe foncière, donc les besoins des citoyens sont croissants. Donc, la municipalité, pour répondre aux besoins, donc l'unique façon d'y arriver, c'est la construction, parce que ce qu'on récolte comme taxe auprès de nos citoyens ne suffit à peine pour offrir nos services. Donc, si on souhaite développer des nouveaux produits ou des nouvelles infrastructures, des nouveaux services, bien, on n'a pas d'autre choix que de construire et de continuer à construire. Donc, je pense qu'il y a lieu de revoir justement le partage fiscal entre les municipalités et le gouvernement pour un peu permettre donner un peu de souffle finalement, plus d'oxygène aux municipalités. Bon. Allez-y. Bien, puis je pense que c'est un bon exemple de l'importance de se donner des règles communes parce que, effectivement, si une municipalité a intérêt à développer, s'il y en a une autre après qui souhaite chercher des manières alternatives de construire sa ville, mais qu'à côté, il y a une certaine compétition déloyale, c'est difficile de réussir à consolider des milieux de vie, disons, qui ont de l'allure s'il y a une compétition déloyale à côté. Bon, Marie Tremblay, comment on arrive à développer intelligemment? Parce qu'en même temps, la croissance et la croissance, les courbes ou les prévisions démographiques font en sorte qu'on sait très bien que dans la région de Montréal, incluant Saint-Jean, il y aura forcément un jour un accroissement de la population, là. Si on développe différemment, on développe comment pour accueillir ces nouvelles personnes, des personnes qui auront des besoins de transport également? Comment on arrive à mieux développer notre milieu de vie? Pour mieux développer, il faut penser tout d'abord, en fait, exactement à dynamiser nos centres-villes, ce qui est déjà quelque chose que Saint-Jean, on essaie de faire. Ensuite de ça, il y a toujours bien aussi de considérer les externalités, en fait, au niveau de tous nos milieux naturels, tous les bienfaits qui sont apportés. Puis, évidemment, il y a aussi, comme vous disiez, les moyens de transport qui doivent être mis à disposition de la population, les moyens de transport actifs, puis en commun, veut pas, qui vont permettre justement de consommer la ville autrement. Puis, en la consommant autrement, bien, probablement qu'on va pouvoir avoir accès à des milieux naturels parce que les gens vont vouloir aller s'y ressourcer aussi. Ouais. J'aurais peut-être un exemple à cet égard-là à vous donner, Monsieur Latour. Il arrive que des municipalités, justement, se donnent des plans pour revitaliser leur centre-ville en misant sur les commerces de proximité, les services de proximité. Puis nous, on a des exemples où, par exemple, une ville cherche à consolider un quartier plus central. Et puis là, une SAQ va s'installer en périphérie. Donc, finalement, empêche de réussir la consolidation du quartier, empêche de faire un milieu de vie durable. C'est un exemple de, si on avait un peu plus de cohérence, si on avait une vision d'ensemble collective, c'est le genre de choses qui n'arriverait pas. Oui.
Côté agricole, puis je reviens un peu avec cette question-là, parce que souvent, quand on regarde les projets de développement, on dit « Ah, ben ça, tel développement, puis on l'a vu pour un projet industriel, ah, ben ça, il faut demander à la CPTAQ. » Et souvent, on a l'impression que la Commission protège quand même les terres agricoles qui nous restent encore aujourd'hui. Avez-vous l'impression, vous, à l'UPA, que la CPTAQ fait quand même un travail qui est honorable en ce moment ou c'est pas suffisant? La CPTAQ, elle fait souvent son travail, mais là, il passe par des décrets, il passe par d'autres moyens détournés d'aller par-dessus la CPTAQ. Ça, c'est un problème. Et l'autre, si on peut revenir à la taxation foncière, c'est quelque chose qui est un grand problème parce que c'est ça, dans les villes, ils veulent développer de plus en plus, amener plus de maisons pour la taxe de bienvenue, qui mangent les terres agricoles. Ça fait augmenter le prix des terres agricoles. Puis là, il y a un transfert fiscal dans les municipalités qui sont plus agricoles que les agriculteurs, si ça continue comme ça. En 2020, on va payer 26 de nos revenus en taxes. Fait que ça prend vraiment une refonte de la taxation foncière au Québec, la manière de financer nos municipalités pour leur arrêter de leur donner la fin de construire de plus en plus de maisons. Il faut que les municipalités puissent vivre, donner des beaux parcs, des bons services à leurs citoyens sans toujours vouloir mettre de plus en plus de population dans les petits villages. Bon. Un des éléments qui me vient en tête, puis on le sait, on dit beaucoup ces temps-ci, bon, pour freiner l'étalement urbain, il faut densifier. Puis on regarde ici à Saint-Jean, des résidences pour personnes retraitées là, qui ont poussé là, tout récemment là, des trucs là, de 4, 5, 6, 7, 8 étages. Mais quelqu'un me disait en même temps, oui, on a 8 étages, mais il y a juste plus de monde au même endroit. Puis ce monde-là, ils ont pas mal toutes une ou deux autos. Est-ce qu'on est plus avancé? Autrement dit, est-ce que construire en hauteur est la réelle solution ou si on ne vient pas, dans le fond, créer un autre problème à côté avec l'accroissement du parc automobile? Vous parlez des résidences pour personnes âgées. Je cite en exemple celui des tours seniors. Au début du projet, tous les résidents avaient plusieurs voitures. Il manquait de stationnement sur le site. Et aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de cases est suffisant. Donc, les gens se rendent compte que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir tous une voiture. Il y a des exemples partout au Québec, là, des parcs de voitures communes, justement des édifices à logement où on met à la disposition de l'ensemble des locataires un parc de 5, 6, une dizaine de voitures que les gens peuvent se partager. Donc, voilà des façons intelligentes de penser notre transport. Bon, parce que quand on parle de transport, et ça, c'est un enjeu majeur, on le sait, nous, ici à Saint-Jean, 30 des travailleurs travaillent à Montréal, à peu près ça. Certains utilisent le transport en commun, mais peut-être pas suffisamment parce que tout dépendamment de l'heure où on travaille ou de l'endroit où on travaille à Montréal. Est-ce que ça aussi, les enjeux de transport sont éminemment importants, incontournables? Oui, bien, il y a une phrase qu'on aime bien dire, le meilleur plan de transport, c'est un bon plan d'urbanisme. C'est vrai, puis on parlait de densifier, ça peut paraître être un gros mot, mais densifier aussi à échelle humaine. Hein. On ne cherche pas non plus à ce que tout le monde habite dans des grosses tours. Habiter dans un bloc appartement à 3 étages, c'est de la densification. Puis là, après ça, bien, c'est aussi l'œuf ou la poule. Il faut réussir à densifier pour permettre un service de transport collectif, puis permettre aussi des déplacements plus actifs. Mais il faut aussi avoir les infrastructures pour contribuer, des infrastructures structurantes de transport collectif pour contribuer à ce que des quartiers se développent autour de cela. Bon. Politiquement, certains se questionnent sur le réel pouvoir des municipalités. Est-ce que le fait d'adopter une politique nationale viendrait réduire le champ décisionnel des municipalités sur leur propre aménagement? Évidemment, les municipalités réclament à raison d'avoir plus d'autonomie dans l'aménagement de leur territoire. Cependant, cette autonomie-là ne doit pas venir au détriment de nos terres agricoles ou au détriment de notre environnement. Donc, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement vienne un petit peu banaliser, vienne donner les moyens, une politique nationale qui va venir banaliser justement l'aménagement du territoire pour qu'elle soit considérée comme une ressource précieuse. Et ensuite, libre aux municipalités de venir penser leur aménagement dans ce cadre-là. Donc, vous ne craignez pas une baisse des responsabilités ou une baisse des pouvoirs des municipalités à l'égard de l'aménagement de leur propre territoire, même si on avait une politique nationale? Évidemment, le pouvoir des municipalités ne doit pas aller à l'encontre de la protection des milieux naturels et de la protection de nos terres agricoles. C'est l'avenir de la civilisation, l'avenir de notre pays qui... Prenons un exemple comme la ville de Saint-Jean. En quoi une politique nationale de l'aménagement du territoire viendrait, disons, baliser ou donner, disons, des repères sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire?
on parlait de protection des terres agricoles, on parlait des protections de nos milieux humides, de nos milieux naturels. Vous le voyez, M. Latour, depuis des années, depuis des mois, on se bat, on a des projets, on a des citoyens qui se mobilisent justement pour protéger leur milieu. Donc, le fait d'adopter une politique de l'aménagement pourrait justement permettre aux municipalités d'agir en toute légitimité dans l'aménagement de leur territoire, dans la protection de leur territoire. Complément? Peut-être deux choses rapidement. On parle souvent de la dépendance aux municipalités à l'impôt foncier. Effectivement, au Québec, elles sont plus dépendantes qu'ailleurs. Donc, si on parle d'autonomie, après ça, les libérer de cette dépendance-là à l'impôt foncier, pour moi, ça peut s'inscrire dans un principe d'autonomie des municipalités. Après, oui, effectivement, on souhaite qu'elles le fassent dans le respect, puis en protégeant les milieux naturels, les terres agricoles. Puis l'autre point m'échappe. Je reviens. Bon. Je veux revenir sur... parce qu'on vit actuellement, on le voit aux États-Unis, on a un gouvernement républicain, Trump. Bon, ici au Canada, un gouvernement libéral fédéral là, qui va être en voie d'être élu, mais encore là, on verra ce que ça va donner. On a un parti conservateur qui a une autre vision du développement industriel. Même ici au Québec, la dernière campagne électorale, la Coalition Avenir Québec, qui est peut-être ouverte, peut-être oui, à l'aménagement du territoire, mais probablement le parti qui a parlé le moins d'environnement, et pourtant c'est lui qui est au pouvoir et de façon majoritaire aujourd'hui. La question que j'ai envie de poser, Marie Tremblay, c'est est-ce que les gens sont rendus là? Est-ce que nos décideurs politiques sont maintenant conscients de ce que le peuple souhaite en termes de protection d'environnement? Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui est rendue là, puis celle qui n'est pas nécessairement en accord avec toutes les propositions ou tous les discours qu'on entend, bien, veut pas, toute la littérature en ce moment, la presse, quotidiennement ces temps-ci, parle des changements climatiques, des scénarios à envisager pour 2050. Ce matin encore, il y avait un article là-dessus. Veut pas, va falloir, dans le fond, même l'ONU presque, on a encore jusqu'en 2020 pour changer drastiquement nos modes de vie. Nos modes de vie, puis dans le fond, nos dépendances aux hydrocarbures, pour l'automobile, entre autres. Va falloir se réveiller collectivement pour prendre action, puis repenser notre façon de vivre, pour justement mieux consommer notre territoire, mieux consommer nos aliments, mieux consommer, dans le fond, ou ne pas consommer. Récemment, il y avait même Richard Martineau qui disait « Pourquoi ne pas vivre comme au chalet à l'année? » Oui, mais c'est comme, dans le fond, c'est une vision du développement qui... En fait, ce sont deux visions diamétralement opposées qui sont là par rapport au développement, au mode de vie, au mode de consommation. Même au niveau agricole, j'ai envie de dire, est-ce que les gens ont pleinement conscience de l'importance du monde agricole dans une société urbaine et industrialisée comme la nôtre? Non, ça s'en vient. Je pense de plus en plus. La preuve qu'on est tous ici Le ensemble. retour à la terre. Tu as l'agriculture, tu as la protection de l'environnement, tu as la ville-centre de la MRC. Je pense que le monde commence à être plus conscient qu'il faut faire des moves. On ne sera pas d'accord sur comment chaque petite chose, mais on sait qu'il faut faire des compromis puis qu'on doit avancer là-dedans ensemble puis qu'il faut changer notre manière de faire. Bon. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, il y a toujours un pas qui est fait par une personne qui va entraîner aussi une autre à changer un peu sa perspective sur qu'est-ce qu'elle peut faire. Puis, dans le fond, cette influence-là qu'on a les uns sur les autres peut justement nous mener collectivement à faire mieux. Donc, je pense que la Ville de Saint-Jean, en ce moment, ou le Haut-Richelieu, avec cette action-là de l'Alliance Ariane, peut faire en sorte que, justement, il y ait un mouvement collectif plus grand encore pour arriver à ce qu'on atteigne nos objectifs. Christian? Juste, on parlait de transport collectif. Dans les petits villages autour, on perd des services parce que tout se concentre, les banques concentrent leur... je pense pour ça aussi, ça va être important que le transport collectif, qu'on pense en dehors des villes-centres. Il faut que le transport en Europe, chaque petit village, l'autobus passe 4-5 fois par jour. Puis le monde ne sont pas obligés d'acheter des automobiles pour venir à Saint-Jean, pour venir faire... Parce que si on concentre le développement, mais il faut que le monde puisse se déplacer, puis on ne veut pas mettre plus d'autos sur la rue. Bon. En terminant, en 30 secondes, Samuel Pagé-Plouffe, quelles sont les prochaines actions de l'Alliance Ariane? Donc, au cours des derniers mois, on a mobilisé, on a eu des engagements des partis politiques. Effectivement, la Coalition Avenir Québec s'est engagée à adopter une politique, elle appelait ça une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement.
On a les architectes avec nous, donc on est bien heureux de cela. Les prochaines étapes, d'ici l'hiver, d'ici 100 jours, on souhaite avoir un grand sommet qui mobilisera des acteurs de la société civile, de tous les domaines qu'on vous a mentionnés tout à l'heure, et évidemment les gens du milieu municipal, des gens, peut-être des citoyens aussi de groupes locaux qui vont venir définir cette politique-là. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec un arbitre. Oui, moi je l'aime beaucoup, Maxime Etier de Saint-Jean-sur-Richelieu qui arbitre dans la LHJMQ. Y a-tu un beau parcours, lui? Vraiment. Oui, manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. C'est un rendez-vous en fin de semaine, 3 et 4 novembre, la 9e édition du Salon Commerce et services du Haut-Richelieu. J'ai accepté cette année la présidence d'honneur. J'y serai bien sûr. Au plaisir de se rencontrer. Venez nous voir en grand nombre. C'est à la Polyvalente, Armand Racicot. Bye bye.